L'hépatite B, une maladie silencieuse mais redoutable. Elle touche le foie, se transmet sans que vous ne vous rendez compte et peut même amener des complications telles que le cancer. Alors, risque, prévention, dépistage, traitement, c'est ce dont nous allons parler dans ce studio avec le nutritionniste Dr Ponu Tobosi. Il est le président du mouvement de lutte contre les hépatites au Togo. Bienvenue docteur. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super bien, on rend grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. Alors, nous allons parler des hépatites, principalement le B. Qu'est-ce que c'est, hépatite B? L'hépatite B, c'est une maladie de foie liée à une infection causée par le virus qu'on appelle le virus de l'hépatite B. Alors, elle se distingue des autres hépatites par les causes. Nous avons au moins 5 types d'hépatites. Okay. L'hépatite alimentaire liée à notre malbouffe. Lorsque nous envoyons des aliments pas de qualité, des ingrédients culinaires pas de qualité, c'est le foie qui récolte ces poisons alimentaires-là. Et avec le temps, s'il est dépassé, vous souffrez d'une hépatite alimentaire. Il y a aussi l'hépatite alcoolique qui est liée à la consommation de boissons alcoolisées. Ah bon? Voilà. Les molécules alcooliques sont dégradées dans le foie. Et donc, à un moment donné, lorsque la capacité de métabolisme du foie est dépassée, eh bien, les cellules du foie vont commencer par mourir. Vous allez faire une hépatite alcoolique. Il y a l'hépatite médicamenteuse. Là, il y a des molécules médicamenteuses, que ce soit en pharmacie, que ce soit en phytothérapie, qui sont nocives pour le foie. Et donc, à un certain degré de consommation, également les cellules du foie en pâtissent et puis on va développer une hépatite médicamenteuse. On a l'hépatite auto-immune, qui est une autodestruction du foie. L'organisme lui-même s'attaque à son propre foie et le détruit. C'est bizarre. Voilà. Et puis on est avec ça. Des cellules du foie qui ont sur leur enveloppe une substance HLA2 que l'organisme considère comme un corps étranger. Donc, envoie des soldats pour aller détruire cette substance-là. Et ce faisant, la substance en train d'être détruite, c'est la cellule qui est détruite. Et donc, au fil du temps, beaucoup de cellules sont détruites au niveau du foie et puis la personne fait son hépatite auto-immune. Donc, c'est une hépatite autodestructrice. Et maintenant, nous avons les hépatites microbiennes, parmi lesquelles nous avons les hépatites virales. L'hépatite virale A, causée par le virus A, et beaucoup plus par transmission de la main souillée de matière à la bouche. On parle de transmission oro-fécale. Il y a l'hépatite B, dont on va parler dans cette émission. Il y a l'hépatite C, dont la transmission se passe par le sang. L'hépatite delta, qui ne vient que lorsque le virus B est présent. On a aussi l'hépatite virale E, beaucoup plus par les aliments souillés aussi. Donc ça rejoint un peu l'hépatite A, mais c'est beaucoup plus par les aliments souillés, contaminés qu'on prend ça. Donc, lorsque nous prenons ces 5 groupes, ces 5 types d'hépatites, la B se retrouve dans le groupe des hépatites virales. Voilà. Et maintenant, l'hépatite B, quels sont les moyens de transmission de cette hépatite? C'est une contamination qui se fait par plusieurs voies. Nous avons la voie sanguine où on a déjà la transmission par tout objet souillé. Un sujet diapositif qui utilise un objet tranchant, lame, couteau, ciseaux, aiguille et autres. Et le virus se dépose sur ces objets tranchants-là. Une autre personne prend ces objets-là, en fait usage, la transmission est possible. Alors cette transmission-là, lorsqu'elle est effectuée, le virus, après un bout de temps, va se développer et puis s'installer dans l'organisme.
En dehors de cette transmission par les objets souillés, nous avons aussi la transmission de mère à enfant. Okay. La maman qui est enceinte, lorsqu'elle est positive, il y a le risque de transmettre la maladie à son enfant pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement. Parce que surtout pendant l'accouchement, il y a du sang qui va être présent. L'enfant pourra inhaler ce sang ou bien pendant la coupure du cordon ombilical, voilà, on peut aussi, par mégarde, faire passer le virus chez l'enfant. Et donc, même le liquide dans lequel l'enfant baigne pendant la grossesse, oui. Et qui, le liquide amniotique, voilà, et qui va sortir lors des derniers instants de grossesse, eh bien, ce liquide-là contient aussi le virus. Donc, l'enfant qui va inhaler ça, qui va inhaler aussi le sang, ou bien qui sera éclaboussé par le liquide ou le sang pendant l'accouchement, eh bien, cet enfant-là pourra aussi être contaminé. On a aussi la transmission par les rapports. Et donc, tout liquide est susceptible également de transmettre le germe. Donc, chez les hommes, ça fait le sperme. Chez la femme, ça fait tout liquide. La femme, le sang menstruel, tout autre liquide de lubrification pendant les rapports, c'est aussi susceptible de transmettre le germe de l'hépatite virale B. Alors, docteur, on parlait de la femme enceinte qui peut transmettre l'hépatite B à son enfant pendant l'accouchement. Oui, les liquides qui vont éclabousser l'enfant pendant l'accouchement peuvent aussi transmettre la maladie. Lorsque je reviens par exemple sur la transmission par le sang, oui. Il y a une pratique qui expose les citoyens. Oui. Il y a le fait que les gens se confient à des tondeurs d'ongles qui circulent, les médias qui circulent avec leurs ciseaux pour tailler les ongles aux gens et on se permet de leur livrer ces ongles. Vous ne savez pas si la personne à qui on a tondu les ongles avant vous était porteuse de l'hépatite virale ou pas. Alors, pendant qu'on est en train de tailler les ongles, on peut se blesser. Oui. Donc, si on vous blesse, si cette personne est blessée et qu'on prend le germe sur les ciseaux ou bien sur les lames et autres, ils ont l'habitude de nettoyer ça avec de l'eau mousseuse et puis ils continuent leur chemin. Même l'alcool ne tue pas ce virus. Même l'alcool ne le tue pas. Alors, dans cette condition, le germe va rester sur les matériels que ces gens-là utilisent. Donc, on vient chez vous, on vous taille les ongles. Dans les instants après l'autre, vous êtes susceptible de prendre les germes à travers une lésion que vous ne verrez pas. Oui. La même chose chez les coiffeurs. Lorsqu'on va chez les coiffeurs, surtout nous les hommes, on se coiffe et puis on nous délimite la coiffure. Généralement, quand on met de l'alcool pour nettoyer, ça brûle. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu des coupures, il y a eu des lésions sur la peau. Si la personne qui est passée avant vous est positive, on lui a fait les cheveux, on a taillé, le coiffeur utilise ses doigts pour enlever les débris des cheveux. Oui. Le germe peut rester sur ses doigts. Vous partez. Il ne va pas se laver les mains avant de prendre le prochain client. Il taille. Il coiffe le prochain client, il lui taille les cheveux, il délimite et puis avec le même doigt, il va chercher à enlever les débris de cheveux. Il peut aussi vous transmettre le germe à travers cela. Donc c'est mieux que chacun ait sa tondeuse. Chacun doit avoir sa tondeuse, sa brosse, ses ciseaux avant d'aller chez le coiffeur. Il ne faut pas qu'on utilise les mêmes choses. Aujourd'hui, les lames sont en train d'être laissées de côté, mais les tondeuses sont utilisées pour délimiter. Même les tondeuses, le germe peut rester dans les tondeuses. On les voit après, ils prennent l'alcool et puis ils aspergent la tondeuse avec ça et puis ils continuent. L'alcool ne tue pas le virus de l'hépatite virale B. Et donc si on continue par ces pratiques-là, on risque de se faire contaminer et de contaminer la population. Et la saignée va continuer. Donc, il faut que chacun ait
sa tondeuse Oui. avant d'aller chez le coiffeur. Et parlons toujours de transmission de mère à l'enfant. Pendant l'accouchement, les sages-femmes demandent à ce qu'on amène des tissus, des morceaux de tissus. Après, quand il y a, voilà. Oui. Est-ce que c'est un risque pour les personnes qui lavent ces tissus? Oui, les pailles ou bien les tissus que on demande à l'hôpital pour nettoyer le sang qui est versé par terre et autres, en temps normal, c'est le travail des agents hygiénistes de sol qui doivent être présents pendant l'accouchement et qui doivent s'occuper de toute éclaboussure, de tout ce qui sera versé comme liquide. On ne devrait pas prendre des tissus dehors chez les accompagnants ou bien les parents, venir nettoyer le sang ou le liquide amniotique avec, le remettre aux parents qui vont les laver. Non, ça ne devrait pas se faire. C'est un risque. C'est un grand risque pour le parent qui va s'en occuper. Parce que les parents ne portent pas les gants avant de laver ces genres de trucs-là. Même le détergent, le savon dans lequel on va laver, l'eau savonneuse ne tue pas ce virus. C'est un virus qui peut survivre pendant une semaine. Et donc, le parent qui s'occupe de ce genre de paille-là après, il est à risque de contamination. Exactement. Donc, c'est conseillé, si il faut prendre ces tissus-là et en faire usage, après usage, ça va directement dans la poubelle de la salle d'accouchement. On ne doit pas sortir ça et remettre ça aux parents. Donc, chaque femme enceinte doit préparer des linges usagés pour son moment d'accouchement. Donc, elle sait qu'elle va dans la salle avec au moins 10 linges. Si on en prend pour nettoyer, c'est poubelle. On nettoie poubelle. Mais il ne faut pas que ça soit des pailles dont elle aura encore besoin plus tard. Et donc, ça va nécessiter à ce qu'on les relave. Non. Cette pratique-là, vous avez bien fait de me la rappeler. Il faut vraiment revoir ça. Lorsqu'on utilise un linge pendant l'accouchement, que la sperme soit positive ou non, on jette ça dans la poubelle. Autre chose, quand la femme est positive et qu'elle vient en salle d'accouchement, les gestes qu'on fait pour le bébé chez les femmes positives au VIH, on devait faire les mêmes gestes pour le bébé, pour éviter la transmission pendant la session du cordon ombilical. Il y a des liquides aussi qu'on utilise pour désinfecter le bébé qui est sorti. On devait aussi commencer par le faire pour les bébés issus de mères positives à l'hépatite B. Donc, prévention, transmission, mère-enfant, VIH, ça doit être aussi appliqué pour le VHB. Alors, docteur, aujourd'hui, l'amour est dehors, même pour les couples, des baisers par ici, par là, dehors, dès qu'on se rencontre, sans aucun test. Est-ce que c'est un risque, l'échange de salive et autres? Alors, la salive seule ne permet pas une transmission aisée de l'hépatite, du virus de l'hépatite B. Pourquoi? C'est une petite quantité de salive qui se trouve, de virus qui se trouve souvent dans la salive. Mais lorsque il y a des lésions importantes dans la bouche du sujet, soit il se brosse le matin, il y a des lésions sur la gencive, ou bien il a eu à prendre, à broyer des os qui l'ont blessé et autres, ou bien il a une carie dentaire. Alors, s'il y a ces genres de lésions-là, le virus peut sortir et rester dans la salive. Et s'il y a une grande charge, une grande quantité de virus qui vient dans la bouche, mais lorsque vous embrassez l'autre, quand on s'embrasse, on ne sort pas pour aller cracher. Quand on s'embrasse, on avale. Donc vous allez avaler la salive avec toute la quantité de virus que l'autre vous transmet. Et donc, si c'est une relation de longue durée, au fil du temps, vous en avalez, vous en avalez, vous en avalez. À un moment donné, ça peut être infectant pour vous. Et donc, ce risque-là est présent et il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas parce que la salive elle-même ne transmet pas qu'il ne faut pas prendre des mesures pour que cette salive soit souillée. Parce que c'est la salive souillée de virus qui est à risque. En dehors de ça, il y a d'autres pratiques que la jeunesse utilise pendant les actes. Il y a le cunnilingus, il y a également
le terme échappe. Alors, l'homme qui va s'occuper de la dame avec sa bouche, ou bien la dame qui s'occupe de l'homme également avec sa bouche, il y a des lésions sur de l'homme que vous ne pouvez pas voir. Ces lésions-là peuvent être source de transmission du germe que vous allez avaler. Également, l'homme qui s'occupe de la dame avec la bouche, il peut aussi prendre des germes là-bas qu'il va aussi avaler. Donc, il y a des pratiques pendant qui sont très à risque pour la jeunesse. Le meilleur moyen, il vaut mieux connaître le statut de la personne en face avant de s'engager au point de se connaître au lit. D'accord. Et même des baisers? Si, bon, pour les baisers, pas trop de soucis. Oui, pour les baisers, pas trop de soucis. Là, c'est sur la joue, sur les lèvres, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est le partage, de l'échange de salive, voilà, salive souillée surtout, qui pose problème. D'accord. Alors, quel signe doit m'alerter pour aller me faire dépister à l'hôpital? Malheureusement, les premiers signes d'hépatite sont semblables à beaucoup d'autres signes de plusieurs autres maladies. Lorsque nous prenons le paludisme par exemple, oui, la plupart de ces signes se retrouvent chez le sujet hépatique. Fièvre, maux de tête, fatigue inhabituelle, vomissements, urine colorée, tout ça, ça se retrouve aussi chez le sujet hépatique. Donc, la plupart du temps, quand les gens vont en consultation oui, et énoncent ces signes, on leur fait traitement de palu. Ce sont aussi des signes qui se retrouvent chez les sujets qui font certaines formes d'infection. Donc, on fait traitement de palu, traitement d'infection, et puis on vous relâche. Et souvent, il y a à calmer et on pense que c'est fini. Après 2 semaines, les mêmes symptômes reviennent. Si c'est régulier comme ça, demandez gentiment à votre soignant de vous faire le bilan des hépatites, qui commence par le dépistage, oui, et puis on va jusqu'à voir l'aspect, le fonctionnement du foie. Il y a des paramètres qu'on demande au laboratoire pour voir comment est-ce que le foie fonctionne. Donc s'il est surchargé, on le saura. À l'échographie, on va voir son aspect physique. S'il y a inflammation du foie, on va voir. S'il y a de la graisse, on va voir. S'il y a des cellules cancéreuses sur le foie, on verra tout ça à l'échographie. Donc, c'est le soignant qui a la responsabilité de pousser son diagnostic jusqu'à voir s'il y a une hépatite qui est derrière cela. Donc, le seul moyen, c'est le dépistage. Le meilleur moyen pour l'hépatite, c'est le dépistage. Et quand vous le faites, et ça se fait par un prélèvement sanguin. Oui. Voilà, on prélève votre sang, on l'amène au laboratoire, on technique ça, et si le germe est positif, on le voit, si le négatif également, et on le voit. D'autres signes qui peuvent alerter, lorsque la maladie évolue, il y a le jaunissement ou bien l'ictère, où les urines sont jaunes, les yeux sont colorés jaunes. Il faut commencer par s'inquiéter. Vous avez également les pieds qui vont commencer par s'enfler. Donc, nous on parle d'œdème des membres inférieurs. Le ventre également, voilà, qui commence par gonfler, par être distendu. Et on constate qu'il y a de l'eau dedans. Alors, cette eau-là, ce n'est pas l'eau que vous buvez qui va s'accumuler là-bas. Non, ça vient du sang. Le sang est constitué d'eau et de cellules. Et ça passe dans les vaisseaux sanguins. Alors, lorsque le foie est détruit à un niveau donné, la circulation du sang n'est plus aisée à l'intérieur parce que les cellules du foie durcissent et compriment les vaisseaux sanguins. Et donc le sang qui quitte l'abdomen et qui doit remonter au niveau du foie, arrivé, ça ne trouve plus de passage. Le sang a horreur de stagnation. Et donc quand ça stagne, quand il n'y a plus de passage pour circuler aisément dans le foie, l'eau qui a constitué le sang va commencer par dégouliner dans le péritoire, dans l'abdomen. Et petitement, vous allez avoir 1 litre, 2 litres, 3 litres, ainsi de suite. Il y a eu des gens chez qui la ponction, c'est-à-dire l'évacuation du liquide qui s'accumule là, qu'on appelle l'acide, la ponction acétique a ramené 10 litres, 15 litres d'eau. Voyez-vous? Donc, et certains pensent que c'est à cause
de l'eau qu'ils boivent qu'il y a accumulation. Non, le problème, c'est au niveau du foie. La circulation sanguine étant perturbée au niveau du foie, on aura forcément cette fuite voilà, liquidique là qui va s'accumuler et on parle d'acide. Ok. Alors, docteur, est-ce que l'hépatite B tue? Et est-ce qu'on traite cette maladie? Elle tue. Elle tue. Et ça fait des milliers de morts chaque année dans le monde. Elle tue. Et pour que ça tue, c'est souvent à l'étape de cirrhose. Tel que je l'ai dit tantôt, le foie devient dur comme une pierre, alors que le foie, c'est comme un chiffon. Et donc, quand ça commence par durcir pour devenir comme une pierre, les cellules sont dures, la circulation sanguine n'y est plus. Donc, l'organe même manque de nutriments, manque d'oxygène et meurt à petits coups. Alors, le foie qui meurt, c'est l'organisme qui meurt. Donc, vous partez avec votre foie qui vous emporte. Vous pouvez faire aussi un cancer de foie. Et ce n'est pas qu'il faut faire d'abord la cirrhose et puis après le cancer. Non, aujourd'hui, ça ne suit plus une logique. Vous pouvez commencer par développer l'hépatite virale B et puis le mois qui suit, vous faites un cancer directement et puis ça vous emporte. Donc, ce sont des étapes ultimes où on n'arrive plus à rien faire. Et ça emporte beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver à cette étape-là? Si vous ne vous êtes pas encore dépisté, il faut aller faire le dépistage. Première chose, c'est le meilleur traitement, le dépistage et donc la prévention. C'est le meilleur traitement. Vous faites le dépistage, si c'est négatif, vous faites la vaccination en bonne dose, 3 fois. Avant, il y avait un protocole de premier jour, une vaccination, un mois après, deuxième dose, et puis 5 mois après la deuxième, ce qui fait 6e mois après la première dose, vous faites la 3e dose. Et on vous donne rendez-vous 1 an plus tard pour la dose rappel, ce qui fait 4, et puis 5 ans plus tard, selon l'âge. Aujourd'hui, les données ont évolué au point que premier jour, 1 mois après, 1 mois après. Okay. Donc, en 2 mois, vous faites les 3 doses. Et puis, 1 an après, vous faites la première dose rappel. Et maintenant, selon votre âge, on vous dira s'il faut revenir dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans pour les autres doses rappel. Si vous êtes positif, en ce moment, il faut qu'on vous adresse à un spécialiste des maladies de foie qui vous dira le bilan qu'il faut pour pouvoir vous prendre en charge. Si le bilan permet la prise en charge, on démarre la prise en charge. La prise en charge, la guérison est de longue haleine, surtout pour l'hépatite B. L'hépatite C, c'est 3 mois chrono, vous êtes guéri. L'hépatite B, la guérison est possible, mais ça dure. Ça dure. Et donc, il faut tout au moins attendre 12 mois et plus pour espérer une guérison au niveau de l'hépatite B. Okay. Alors, le traitement, généralement, c'est beaucoup plus classique. Vous avez une partie qui est médicamenteuse et une partie qui est nutritionnelle. Parce que le foie étant l'organe de digestion par excellence, lorsque il est infecté, vous avez des troubles de nutrition. Et donc, on doit lui alléger la peine en revoyant l'alimentation. On va réduire les lipides, on va réduire les protéines beaucoup plus d'origine carnée, donc les viandes. On va les revoir. On va revoir les amidons. Donc, surtout les amidons issus de manioc et d'igname, il faut les revoir. Il faut éviter les combinaisons d'amidons entre eux. Vous prenez le maïs, vous ajoutez cocotier, vous prenez, ou bien on ajoute du riz, et pour la farine de maïs, on ajoute tapioca ou bien galibo et on charge la pâte de maïs qui devient très riche en glucides. Alors que le glucide au niveau du foie, lorsqu'il y a une quantité élevée
continuelle de glucides au niveau du foie, eh bien, il commence par se fatiguer. Et vous allez commencer par développer une résistance à l'insuline. Le risque de diabète commence par s'annoncer. Ça fait un. Deuxième chose que le foie fait dans ce cas, il va transformer le sucre qui est le glucide là, il va transformer le surplus en graisse. Okay. Alors que la graisse est un ennemi pour le foie. Donc quand ce surplus est transformé en graisse et qu'il n'arrive plus à l'évacuer, en ce moment, quand vous faites l'échographie, on vous dira qu'il y a de la graisse sur le foie. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà au moins 5% des cellules du foie qui sont infiltrées de graisse. Et puis, comme ce n'est pas évacué, ça se retrouve sur le foie. On vous parle de stéatose hépatique. Et aussi, on va voir le foie qui sera inflammé. Donc, il y aura une inflammation de foie. On parle d'hépatomégalie. Donc, tout ça associé, vous êtes en train d'avancer vers des étapes où, si on ne fait rien, on risque de vous perdre. Donc, beaucoup de gens meurent. Oui. Non, pas parce que ils sont infectés au virus, mais parce qu'il n'y a pas l'hygiène alimentaire associée. Et qu'est-ce qu'il faut privilégier dans ce cas, comme alimentation? Alimentation, dans ce cas, il faut réduire le sucre, oui. Il faut réduire les lipides. Qu'est-ce que vous dites par lipides? Quand je dis lipides, les huiles de cuisine, de cuisson. Où au Togo, on a au moins 4 types d'huiles qui sont parmi les meilleures du continent. Nous avons l'huile de koulikouli, l'huile d'arachide de koulikouli. Je ne parle pas de l'autre, huile de koulikouli même. Parce qu'il y a une autre huile sur le marché qu'on appelle huile d'arachide, mais qui n'en est pas une. C'est de l'huile de palme transformée. Et comme c'est jaunâtre comme l'huile d'arachide, nos bonnes dames appellent ça huile d'arachide. C'est pas de l'huile d'arachide. Donc l'huile d'arachide de koulikouli. Vous avez l'huile de soja, qui est aussi une très prisée. Et vous avez l'huile, bon, s'il y a de l'huile de sésame, d'accord, si vous en trouvez, d'accord. Et maintenant, l'huile de noix de palme qui vient. Pourquoi est-ce que j'ai listé ces huiles-là? Ce sont des huiles qui ne sont pas trop riches en molécules lipidiques dangereuses. Lorsqu'on prend les huiles, il y a des molécules qui les constituent, qu'on appelle les acides gras. Il y en a qui sont dangereuses, qui bouchent les vaisseaux sanguins, qui surchargent le cœur, qui surchargent le foie. Donc, ces huiles-là, ces molécules-là, il y a des proportions dans chaque type d'huile. Les études ont montré que l'huile d'olive, oui, l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de sésame et autres sont des huiles qui n'en contiennent que entre 18 et 20% de mauvais acides gras. Okay. Ils n'en contiennent que 20%. Pendant que l'huile rouge en contient 50. C'est pourquoi j'ai mis l'huile rouge en dernière position. Huile de koulikouli, huile de soja, huile de sésame, c'est 15 à 20% de mauvais acides gras. Lorsque je prends l'huile de noix de coco, c'est 90% d'acides gras dangereux. C'est pourquoi je ne cite jamais l'huile de noix de coco dans l'alimentation. C'est très bon pour la peau, pour les cheveux, pour la cosmétique, mais pour le manger, non. Pour le manger, ça ne passe pas. Si on laisse les lipides, même dans les lipides, il y a les mayonnaises qu'il faut revoir. Les graisses animales, jamais. Jamais de graisse animale chez un sujet hépatique. Les bouillons. Voilà, les bouillons de cubes aussi, il faut revoir tout ça. Lorsqu'on prend les protéines, oui, il faut préférer les protéines de haute qualité qui sont les poissons. Les poissons sont les protéines de haute qualité. Si il faut prendre de la viande, il faut prendre de la viande blanche. Donc poulet, canard, lapin. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter beaucoup plus les viandes rouges? C'est qu'il y a des molécules lipidiques à l'intérieur. Il y a de la graisse dans les viandes rouges qu'on ne voit pas à vue d'œil. Lorsque vous préparez de la viande de chèvre, laissez la sauce se refroidir. Vous allez voir une couche lipidique de graisse
qui est là. Oui. Voilà. Mais ce n'était pas visible avant la cuisson. Au moins pour la viande de porc, on voit la graisse. Mais pour d'autres types de viande, viande de bœuf, viande de mouton, on ne voit pas ça forcément. Et c'est après la cuisson qu'on constate qu'il y a de lipides dans cette viande-là. Donc il faut faire attention lorsque vous voulez, si vous êtes accro à cette viande-là, faites attention, il faut revoir ça et préférer les viandes blanches. Le cube, Oui. non. Un cube synthétique, non. Il faut préférer les assaisonnements ou bien les cubes bio qui sont faits sur place. Il y a des Togolais qui... Chotou. Oui, chotou par exemple, c'est bon. Oui. Il y a des Togolais qui font des cubes locaux. Locaux. On peut aussi conseiller ce genre de cubes-là. Vous prenez le poisson, les anchois d'Oevi, Oui. que vous pilez et mettez en poudre, ça passe. Vous prenez les crevettes que vous séchez, vous pilez, ça passe aussi comme ingrédient. Donc, on peut assaisonner son repas sans forcément faire usage de cubes synthétiques. Alors, docteur, que dites-vous à ce jeune aujourd'hui comme conseil par rapport à l'hépatite B? Il faut se dépister, première chose. Faites-vous dépister et si c'est négatif, faites-vous vacciner correctement. C'est des gens qui se sont vaccinés une fois et qui ont pensé que c'est fini, mais qui ont été rattrapés après par le virus. Il faut se faire prendre en charge si c'est positif. Dépistage positif, il faut aller aux soins. Contactez un spécialiste qui va vous demander le bilan qu'il faut pour la suite du traitement et puis on vous suit. Donc le suivi là évite les complications de cancer, de cirrhose que j'ai évoquées plus haut. Il faut la vaccination contre l'hépatite B seule vous protège aussi contre le virus Delta. Donc, une seule mesure de vaccination vous protège contre deux virus. Virus B, virus Delta. Oui. Le virus C, lui, n'a pas de vaccin. Pas de vaccin. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, on est tous exposés. Mais le virus B, au moins, on peut l'éviter par la vaccination. D'accord? Et maintenant, pour les contacts, il faut se protéger. Si vous ne connaissez pas le statut de l'autre, protégez-vous. Si vous pensez qu'il faut aller sans protection, alors là, prenez la peine de faire les tests, voilà, et de voir ce qu'il faut. Discuter avec le soignant qui vous a aidé à faire le test et on va vous orienter pour la prise en charge et une vie de couple facile. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter dont je n'ai pas mentionné? À ajouter, c'est simplement convier les coiffeurs. Oui. Les coiffeurs, parce que c'est un grand moyen de contamination et également les soignants. Donc, les coiffeurs et les soignants. Pourquoi je cite les soignants? Oui. Il y a au moins 1 million de personnes qui s'infectent chaque année dans nos hôpitaux. Hôpitaux publics, hôpitaux privés, hôpitaux clandestins. Surtout les centres clandestins où les gens sont formés en 3-5 mois dans des cases de santé clandestines sans connaître les mesures de protection de plusieurs maladies. Et donc, quand vous allez aux soins chez ceux-là, eh bien, on va utiliser les mêmes matériels pour plusieurs personnes. Les désinfections qu'on fait pour nettoyer les matériels avant de faire les soins à d'autres personnes, ils ne sont pas souvent habitués à faire ce genre de pratiques de préservation. Et donc, alors, ils vous transmettent les maladies. Quand vous allez faire les soins clandestins, ils vous transmettent les maladies. Et même dans nos hôpitaux aussi, il y a des soignants véreux qui n'appliquent pas les mesures d'asepsie. Et donc, ils livrent les populations à ces risques de contamination. Donc, prière de bien vouloir revoir les notions de décontamination, de prévention des maladies par rapport à la transmission pour le VIH, pour l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite Delta et tout ce que vous pouvez mettre dans la même cagnotte. Alors, docteur Bonouta aussi, merci d'avoir partagé ces connaissances avec nous.
C'est un plaisir pour nous. D'accord. Alors, chère communauté, l'hépatite B n'est pas une fatalité ni une honte, c'est une réalité sanitaire. Alors, allez à l'information, dépistez-vous, faites-vous vacciner et parlez-en à vos proches. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour un prochain numéro.